Ou alors est-ce que Pierre veut dire quelque chose? Est-ce que Pierre veut rajouter quelque chose? Je vous remercie, Marion. La seule chose, c'est que Jean Vire, dont vous parlez, Oui. un nom d'ailleurs qui se rapproche un peu de l'alsacien, c'est un Allemand vivant en Hollande, et c'était le médecin du duc de Clèves. Premièrement, c'est une bonne position, c'est un protestant aussi. Hein. Oui. Voilà. Et la deuxième chose que je peux me permettre de dire, c'est que à l'époque, je lisais beaucoup les journaux des Sudètes allemands. Alors là, en Bohème, vous avez beaucoup de jésuites qui ont fait beaucoup de travail contre les procès de sorcellerie. Vous avez bien, c'est vrai. Et c'est grâce à eux d'ailleurs que les protestants ont compris. Oui, parce que les jésuites, vous savez, je vous l'avais dit, quand je me permets de me citer, ça m'arrivera. Mais vous savez que vous aviez bon, je vais me réfréner, je ne vais pas quand même faire trop l'éloge de l'Allemagne, mais vous avez beaucoup de gens nous avons des gens d'esprit, mais il y a des gens assez positifs, très réalistes, vous savez, comme en Angleterre. Et la propagande des jésuites a été fondée sur un argument, disons, de raison théologique. C'est-à-dire que le mal n'existe que comme un défaut du bien. Je ne peux plus le dire en latin, je vois la page où c'est marqué en latin, mais je ne peux plus le dire. Parce que en rachetant ma bibliothèque, j'ai vu que j'avais un livre acheté autrefois, justement sur cette question-là, que j'ai lu c'est pour vous, j'ai lu ça il y a 15 jours. Et alors, c'est très important parce que beaucoup de gens s'imaginent que le mal existe comme un objet existe parmi d'autres. Là, une réalité. Et chez les chrétiens d'Orient, dont vous parlez, les Syriens, tout ça, vous avez l'idée que le mal ne peut pas franchir un certain ciel. C'est-à-dire que, bon, vous avez plusieurs cieux, vous avez les cieux physiques, le firmament, le ciel étoilé, etc., le ciel éternel, mais que le mal, disons, la volonté intelligente, voyez-vous, qui est à l'origine du mal, elle peut influencer l'homme, mais elle ne peut pas apparaître, s'incarner sur terre. Vous voyez? Ça, c'est une chose très importante. Je l'ai apprise en Alsace aussi, parce que vous savez qu'il y a une influence souvent de l'Orient en Alsace, en passant par l'Irlande, etc. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, dans le monde moderne, en particulier avec la télévision, avec les moyens qui permettent de matérialiser, vous savez, grâce au trucage, tout ça, on vous fait apparaître le diable. Dans les années 70, vous aviez 20 ans, j'avais 30 ans à ce moment-là. Bon, eh bien, en années 70, il y avait donc des films américains, vous aviez donc sur la sorcellerie, etc. Et c'est à ce moment-là qu'en Occident, si je puis dire, on a, disons, familiarisé les gens avec une présence, disons, triviale du diable. Voyez-vous? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais c'est surtout cette idée que, vous savez, nul ne veut le mal de son plein gré, avait dit Platon. Je ne parle pas du ciel, je vais pas présenter. Moi, j'en connais qui le veulent. Et alors, justement, c'est-à-dire que pour qu'il y ait, si vous voulez, pour pouvoir vous faire du mal, il faut vous tromper. C'est-à-dire qu'il faut vous faire trébucher, si vous voulez. Voyez-vous? C'est ce que disaient les chasseurs de... Ouais, voilà, justement. Alors, c'est pour ça. Autrement, vous avez au 19e siècle, j'ai oublié parce que je l'ai acheté l'autre jour au neveu de Clavreuil, qui est à Saint-Étienne, 8 ou 10 livres, enfin, de démonologie de l'époque du 19e, et vraiment, c'est là que j'ai vu justement les livres, les citations de Jean Vire. Bon, et on croit bien sûr, par exemple, on citait l'exemple de Urbain Grandier. Urbain Grandier a été accusé en effet par les sœurs, c'est-à-dire que ce sont les sœurs elles-mêmes qui se sont rétractées, et puis ensuite sont revenues, et on pense en effet qu'il s'agit là, lui-même était considéré comme innocent par une bonne partie de ceux qui le jugeaient. Je crois qu'il y a eu une question, comme toujours, vous savez, d'atteinte à l'ordre public, tout ça. Je crois que la foule, en effet, était comme vous dites. Vous savez, ce sont des périodes, bon, je n'ose pas dire qu'on a connues, je ne parle pas, mais c'est des périodes, vous savez, il y a des périodes en France, vous connaissez, dans l'histoire, par exemple, vous avez la foule qui est déchaînée. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je me permets de dire, je ne veux pas dire laquelle, si vous réfléchissez, mais chaque fois que je passe au tribunal, c'est-à-dire pas au tribunal, je vais au tribunal. J'allais autrefois chez les jésuites à la rue des Fleurs. Et c'est là que je disais toujours, alors, vous avez un ancien communiste qui était passé dans la collaboration, par exemple, mais moi j'ai vu des amis à côté de chez moi qui l'ont vu les yeux arrachés, vous voyez. Alors même, c'était inutile, les gens disaient dans le carme, arrêtez. Les bonnes sœurs même qui étaient là, les bonnes sœurs, tout ça, vous savez, c'est terrible, les bonnes sœurs, quand même, les bonnes sœurs à cornette,
vous avez connu autrefois, ne disait rien. C'est-à-dire que le magnétisme de la foule, c'est le bon. Vous avez connu le bon. C'est Tarde. Vous connaissez, je ne vais pas faire un cours, bien sûr. Vous avez Tarde qui a fait sur l'imitation, et c'est Gustave Le Bon, que je vous conseille, qui est réédité. Gustave Le Bon, en 2 mots. Le Bon, qui a parlé de la psychologie des foules. C'est un très bon livre, qui parle justement de l'entraînement de la foule, voyez-vous. Et ça, c'est une chose terrible. Et le livre de René Girard. Que nous risquons de connaître. Que nous risquons de connaître. Ce qui se passe en Syrie, par exemple, c'est aussi... On risque de connaître ça, il faut savoir. Si on laisse se déchaîner les... Oui, c'est pour ça que votre conférence, est très, je me permets de dire, est utile. Je ne me permets pas de juger, mais elle est utile. Elle est très bonne. C'est pas ça, justement. Mais disons qu'elle est utile, elle est nécessaire, vous voyez. Parce que ça, c'est une chose qui est terrible. Moi, j'ai vu un peu ce déchaînement. Ne déchaînez pas les foules. À la Sorbonne, en 68. En 68, j'ai vu des scènes avec Cohn-Bendit, qui était épouvantable. Je rentrais dans la Sorbonne avec un Algérien, qui me disait d'ailleurs, si tu as des problèmes, on t'amènera en Algérie, tu seras protégé, parce qu'on croyait... moi, j'étais contre 68, évidemment, j'étais contre parce que je connaissais un peu le mouvement situationniste, tout ça, je voyais qu'il y avait un complot contre De Gaulle, c'était pour ça. Et alors, pour faire tomber... Et alors, j'ai vu Cohn-Bendit dans un état absolument que je connaissais depuis 66. Je l'avais vu en 66. Il m'avait même accompagné au train une fois. Je partais à Pékin, le train 66, juste avant la révolution culturelle. C'était ça. Et je voyais un homme relativement modéré, de formation religieuse. Vous savez quelle formation religieuse, comment ça s'appelle? À Troyes, à Rachi. Oui, c'était un religieux juif, évidemment. Alors là, il était très fanatique. Et alors vous imaginez avec le reste, avec la pédophilie, etc. Vous voyez, ça ne me met pas. Mais je dois dire que je l'ai vu dans un état second, c'est-à-dire vomissant par terre avec. Je ne sais pas, je l'ai vu en état second. Moi, je ne vais pas vous dire que j'ai vu également celle qui a fait se présenter à la mairie de Paris. Mais enfin, ils étaient tous là, dans un état épouvantable. Alors j'étais avec le garçon, il ne serait pas rentré, vous savez. Et j'ai vu, et c'est à ce moment-là que je suis revenu sur la rive droite où j'habitais disons, à Saint-Georges. Je passais, on avait passé les écrits, de l'agrégation à ce moment-là, j'étais donc libre, on avait passé début mai. Donc j'étais libre, c'est de circuler, mais je ne suis pas revenu sur la rive gauche jusqu'au... Non. De ce côté-là. Je l'ai vu dans un état qui était vraiment l'état de celui qu'on voit d'assassin. Enfin, si on aurait eu un type à assassiner, il aurait assassiné. Et je dirais une dernière chose. J'avais un très bon ami de Carcassonne, vous avez parlé de cette région-là, qui était Alquier, qui était le spécialiste de Descartes, avec son accent toulousain que j'imitais à l'époque. Eh bien, ils étaient tellement déchaînés qu'ils allaient forcer les portes des comment ça s'appelle, des professeurs, pour pouvoir s'emparer des dossiers. Alors c'est comme ça que j'ai vu le cours d'Alquier sur Descartes qui est parti. Ensuite, il est parti, le cours qu'il nous avait fait en 66, justement, avec un anglican qui était là, et je l'ai vu ça. Mais je l'ai vu, écoutez, avec des gens qui étaient supérieurement instruits, disons, très instruits. Et disons que ça m'a fait peur. Pas une peur physique, si vous voulez, mais une peur intellectuelle. Et je vous mets en garde tous, voyez-vous, si je me permets, dire comme ancien prof de philo, que ceci peut venir, parce que dans l'histoire de France, vous avez des scènes de ce genre qui se répètent. Alors, est-ce que s'il y a un caractère national, c'est possible? Vous savez, chacun a son défaut. Non, pourquoi ce national, ça s'est fait dans toute l'Europe. Voilà. Ça s'est fait dans toute l'Europe. Mais je dois dire que là, par exemple, où ça a été le moins, par exemple, il y a des pays quand même, quand j'ai essayé, en Autriche, je l'ai moins connu quand même, voyez-vous. En Allemagne, c'est arrivé, oui, je connaissais bien l'histoire dont vous dites. Mais voyez, je crains qu'il y a quand même un trait de notre caractère, si je peux dire. C'est la légèreté. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? On l'oublie très vite. Il y a des choses qu'on ne vous demande de pas oublier, mais le reste, on vous demande de l'oublier. Ça, bien sûr. Mais ça, on vous demande de... Voilà. Et ceci, par exemple, regardez, les horreurs de la Révolution française sont épouvantables. Voyez, et l'autre jour, je suis en train de découvrir ça. J'ai regardé dans Madame de Sévigné, pour la conférence, vous savez, de Toulon. J'avais... ma soeur était à Paris, m'avait offert donc, les œuvres complètes de Madame de Sévigné, rue de Vaugirard, chez le Grec, là, qui était à la rue de Vaugirard. Eh bien, je regardais, évidemment, vous avez également des scènes terribles, je crois que c'est 1672-113, qui ressemblent, dans la campagne française, avec des troupes, je vous l'avais dit, venues du Rhin, parce que nous, je dis pas qu'on mélanchonise, enfin, on avait des troupes sur le Rhin, on les a fait venir, pour pouvoir faire en Bretagne ce qu'on a fait en Vendée par la suite, avec les mêmes troupes du Rhin,
savez, nous avons amené les troupes du Rhin. Contre, 1600, je crois, à côté, je vois ça, c'est après 72, peut-être 76, ça s'appelle ils portent des noms, les bonnets bleus, je crois. Alors, vous avez donc ça, et avec des gens, c'est Madame de Sévigné qui le raconte. Elle le raconte dans une lettre, je crois, à Bussy-Rabutin. Vous connaissez le fameux Bussy-Rabutin, mon cousin, donc, eh bien, oui, c'était, elle dit, attendez, elle dit, mais ça, vous savez, vraiment, je n'oserais pas l'inventer. Elle dit que, de bonne foi, qu'elle voit des gens passer à la broche, des gens très jeunes, hein, passer à la broche. Vous voyez. Oh. Et ça, c'est parce que vous avez un entraînement, ça c'est un manque, vous avez bien dit, un manque de discipline. Et dans nos troupes, j'ai remarqué ceci, un vieux prof de philo qui me disait, qui était médecin à Henri IV, nous avons en France particulièrement une tendance, ce n'est qu'une tendance, à l'indiscipline. Et l'indiscipline entraîne, vous l'avez dit vous-même, des initiatives personnelles avec un suivisme, ce qu'on appelle la loi de l'imitation. Écoutez, moi j'ai connu des chahuts en classe, moi j'ai même chahuté, je vois ce que c'était que l'imitation. Vous savez, il suffit qu'un type ait un peu de caractère, même les plus mous le suivent. Nous, on chahutait le prof d'anglais, je me rappelle, le pauvre l'a fait, Henri IV, et bon, on se mettait sur la table, enfin c'était épouvantable. Mais voyez-vous, bon, pour nous, c'était inimaginable de voir toute une classe sur une table, en 60, hein, et on le faisait. Eh bien, ceci vient justement du fait qu'il y a une capacité un peu magnétique, je dirais, voyez-vous, de certains sur d'autres, et ce qu'on appelle les viols collectifs, ou les choses comme ça, ou les meurtres collectifs, ou tout ça, en effet, ce sont des choses à craindre. Vous avez bien parlé, pardon, sur ces sorcières, oui. Je vous dis aussi que je suis d'accord que, vous savez, ce Michelet a vraiment été... Je vais vous donner une dernière chose. Écoutez, madame, permettez-moi, je vais vous raconter quelque chose sur Michelet. En regardant, parce que ma bibliothèque, je ne la vois pas souvent, mais quelquefois je regarde. Il y avait une discussion entre Renan, qui était ancien théologue, ancien séminariste, Taine et Michelet. Michelet a parlé contre l'Ancien Régime d'une façon enfantine, voyez-vous. Bon. Et Renan a dit, bon enfant, breton, mais bon enfant aussi, voyez-vous, a essayé de dire, bon, il faut faire la part des choses. Et Taine n'a rien dit. Voyez-vous. Et malheureusement, en France, nous sommes comme des gens comme Taine, voyez-vous, souvent, nous ne disons rien. Parce que nous avons peur, effectivement, d'avoir des réactions, voyez, ou de violence. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et voilà, merci. Je vous en prie. Je suis content. Merci, monsieur. Vous auriez des questions? Allez. Petit effort. Ne me dites pas que je vous ai tout dit. Oui. Vous l'avez bien dit. Par rapport aux conflits qui peuvent se produire partout dans le monde en ce moment, comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas avoir les mêmes attitudes qui vont aboutir à ce genre de circonstances? Alors là, si j'avais la réponse. Moi, je suis toujours partisan de dire. Je dis, c'est en disant, c'est en dénonçant, c'est en montrant, en disant, regarde là ce qui se passe. Voilà. Mais je suis ni prophète, ni quoi que ce soit de... Je peux que vous dire ce que je fais moi. Moi, je crois à la parole. Je crois à la parole qu'on partage, qu'on fait circuler, ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Et que c'est à ça que je crois. Je pense qu'il faut faire circuler il faut chercher la vérité et la dire. Mais pour la trouver, justement, il faudrait pas avoir les deux points de vue. C'est-à-dire les deux points de vue. Oh, tout à fait, si, bien sûr. Bien sûr, si. Il faut lire Michelet et ses détracteurs. si, bien sûr. Mais vous savez, on n'a jamais fini de chercher la vérité. On n'a jamais fini la quête de la vérité. Celui qui a trouvé la vérité, il me fait doucement rigoler, c'est le dictateur. La vérité, ça se cherche tout le temps, quoi. Et puis ça se perfectionne sans arrêt. Mais je crois vraiment à la puissance de la parole et de la communication de la parole. Je pense qu'il faut... Faites circuler. Vous dites quelque chose, faites circuler. Oui, monsieur. Si je m'appuie sur ce que vous venez de dire, finalement, parce que la puissance de la parole, oui, tant qu'on est entre personnes en possession de ce qu'ils sont, pas une fois qu'ils ont légué leur personne à une foule, oui, que personne maîtrise. Oui. Finalement, quand ça se déchaîne, n'a-t-on pas la seule contrainte de se dire, mais tenons-nous à l'écart des foules, quoi.
Certainement, une fois que c'est déchaîné, il faut se mettre de côté. Bah, de toute façon, une fois que c'est déchaîné, on ne peut plus rien. On est obligé d'attendre que la crise se passe. Une fois que c'est déchaîné, on est obligé d'attendre que la crise se passe. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il doit y avoir des moyens d'empêcher le déchaînement. Et je pense que les gens qui nous dirigent en ce moment, je ne veux pas dire qui nous gouvernent, parce que je pense que ça va au-dessus, sont en train de préparer des déchaînements. Je pense que des déchaînements sont en cours de préparation. Et les dénoncer. Je pense que ce que vous dites est vraisemblablement vrai, je peux simplement pas le prouver. Voilà, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est clair que les gens qui ont protégé les empoisonneuses dans les affaires de poison, c'était beaucoup des magistrats. C'était beaucoup des gens qui avaient ce pouvoir terrible de juger. Et Louis XIV a organisé pour poursuivre ces affaires qui ont été jusqu'à mettre en cause la femme qu'il avait aimée, hein, la mère de ses 5 ou 7 enfants, je crois, c'est-à-dire Madame de Montespan, qui a participé à ces diableries. Le roi voulait absolument poursuivre. Il voulait absolument poursuivre parce qu'il disait on ne peut pas, moi, roi de France, je ne peux pas tolérer des atrocités comme ça. Donc il a mis sur pied un tribunal d'exception. Il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance aux juges du Parlement de Paris. En tant que corps, hein, pas à tous les juges, mais en tant que corps, il savait qu'il ne pouvait pas leur faire confiance. Donc il a extrait, avec l'aide de son lieutenant général de police qui s'appelait Nicolas de la Reynie, il a extrait ceux des magistrats qui étaient le plus fiables pour faire un tribunal d'exception. Et il avait donné l'ordre, et c'était la Reynie qui suivait le procès et qui faisait au roi des comptes rendus après chaque séance. Hein, il avait donné un ordre de secret absolu, rien ne devait transpirer de ce qui se passait dans ce tribunal. Et un jour, la Reynie trouve, sous la plume de Madame de Sévigné, les détails de ce qui s'était passé. Madame de Sévigné a sans doute, à son avis, vu Sirabutin, il a trouvé les détails de ce qui s'était efforcé de rendre le plus secret possible. Ça veut dire que parmi les juges les plus triés sur le volet, il y en avait qui en faisaient partie. Voilà. Donc c'est la seule chose que je puisse dire avec certitude par rapport à ces affaires-là. Il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur l'affaire des poisons. Il y a des livres très très intéressants à lire là-dessus dans les bibliothèques municipales, je vous assure. Et c'est facile à lire. Il y a vraiment des très très bons travaux qui ont été faits sur... Pour finir, parce que comme c'est excessivement d'actualité par rapport à l'affaire d'Outreau... Absolument, ouais. Je dirais pas l'humanité, je dirais le pouvoir. Et oui, mais enfin, le pouvoir, c'est-à-dire que ce que des gens qui ont un pouvoir très, très important se permettent, la base ne se le permet pas forcément. C'est l'impunité qui assure, c'est l'impunité qui fait naître le crime, c'est l'absence de limite. C'est ce que je vous disais, quand il n'y a pas d'autorité supérieure, c'est inarrêtable. Dès qu'il y a une autorité supérieure, quelle qu'elle soit, je défends pas l'idée d'un dictateur, c'est pas ça que je veux dire. Mais une autorité supérieure, qu'elle soit morale ou qu'elle soit ceci ou cela, c'est ça qui arrête. Et c'est l'impunité qui emballe le crime dans les hautes sphères. Donc je pense effectivement que toutes les affaires de pédocriminalité qui commencent vraiment à arriver au jour maintenant, il y a 20 ans on ne parlait pas de ça, mais ça existait depuis très très longtemps. La chose nouvelle qui existe maintenant, c'est que ces choses-là sont dites et que la parole circule. Avant, l'impunité absolue était assurée par le fait que les gens ne savaient pas. Et ces gens-là se perpétuaient ce genre de crime parce qu'ils étaient absolument sûrs de n'être jamais arrêtés. Et même dans l'affaire des poisons que j'ai vraiment étudié un petit peu, il y a un jour un type qui a été arrêté et qui a été condamné aux galères. Il est sorti du tribunal en disant « De toute façon, je sais très bien que j'irai jamais. » Et il a eu raison. Parce qu'il savait qui étaient les... Voilà, c'était parmi les juges. Alors, je suis pas en train de dire que tous les juges sont des dégueulasses, hein, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que les dégueulasses se mettent dans cette profession-là et puis foncent. C'est ça. C'est pas de dire tous les professeurs de gymnastique sont pédophiles. Non, on est bien d'accord. Mais un gars qui est bon en gym et qui est pédophile, ben, il va se mettre prof. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et croire que tous nos contemporains que tous nos semblables sont coupables de trucs comme ça. Mais il faut comprendre que ce qui assure la perpétuation du crime, c'est le fait qu'il n'est pas dénoncé, donc d'où l'importance de la parole, et que les gens qui le commettent sont assurés de l'impunité. Voilà, ce sont les deux éléments. Et c'est vrai, Louis XIV, il a voulu et il a été obligé de renoncer. Oui, par rapport à votre travail, qui en fait vous partagez ce que vous savez en fait, mais vous êtes historienne et c'est une discipline qui a selon moi un handicap,
c'est qu'elle enseignait à l'école. Ce qui fait que forcément, ça limite aussi la diffusion d'un savoir, on va dire, alternatif, ou enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas. Écoutez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. En matière d'histoire, d'histoire à l'école, il y a quelque temps, j'ai réuni chez moi quelques jeunes, parce qu'ils m'avaient dit ce que tu fais, ça nous intéresse. Et je leur ai dit venez chez moi avec des bouquins à l'usage des enfants qui parlent des Lumières et de la Révolution française, et puis on va décrypter. Donc ils sont arrivés chez moi avec une pile de bouquins comme ça. On a passé le week-end d'aller lire. On rigolait, parce que je disais regarde, c'était mensonge, mais mensonge et compagnie. Tous les poncifs sur la Révolution française, sur la royauté, sur l'Ancien Régime, tout ça c'était vraiment débité comme des perles, quoi. Et on avait trouvé un bouquin génial, c'était un bouquin à l'usage des classes de seconde. C'était, alors, est-ce que c'était 1994 ou 95 dans une collection dirigée par Jacques Marseille. Alors Jacques Marseille, c'est un historien qui a été beaucoup contesté pour son goût pour les plateaux de télévision et tout. Mais moi, j'ai en plus de ça, je partageais vraiment pas beaucoup de ses idées. C'était un grand libéral. Moi, je suis pas une grande libérale, ni même une petite. Donc, j'étais pas d'accord avec lui, mais quand j'ai vu son bouquin, j'ai dit, là, qu'est-ce que c'est bien fait. Là, j'ai dit, là, vraiment, on peut faire d'excellents bouquins d'histoire, où il montrait vraiment, il expliquait par exemple qu'à la veille de la Révolution, jamais l'alphabétisation n'avait atteint de tels sommets. Par exemple, vous avez entendu dire ça? Que jamais les gens n'avaient autant lu qu'avant la Révolution? On vous parle des petites gens, on vous parle pas des gens dans les... on parle de la littérature populaire et tout. Donc, j'ai été tellement enthousiaste d'avoir trouvé ce bouquin que quand les gars sont repartis, j'ai bidouillé sur Internet et puis j'ai commandé le bouquin de classe de seconde de Jacques Marseille, etc. Et puis je trouvais pas la version 94. Alors, je cherchais, je trouvais pas. Donc, j'ai pris la version 2001. Eh ben, tout était viré. C'était retour au poncif. Tous les retours au poncif. Alors, les paysans, ils voulaient qu'on arrête avec l'église, ils voulaient que des poncifs, que des mensonges, c'est tout. Bon, ben voilà, c'est tout. Je vous le dis. Je l'ai pas retenu dans ma tête, mais j'ai noté le nom des premiers rédacteurs du bouquin qui était bon, et de ceux qui étaient partis et par qui ils avaient été remplacés. Parce que là, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire avec des trucs comme ça? Eh ben, il faut faire ce que j'ai fait, il faut le faire, puis il faut le balancer. Faut balancer, vous avez Internet, faut balancer. Tant qu'on a Internet, je sais pas si on va le garder, mais tant qu'on a Internet, faut balancer. Faut balancer. Regardez, là, ce bouquin d'histoire-là, c'est de la saloperie. Ça, c'est de la saloperie. Ça, c'est bien fait. Il y a moi, que j'ai été prof un mois. Pas 2. 1 mois. J'étais tellement terrorisé, il y a un jour le rectorat qui m'appelle en disant vous êtes bien diplômé en histoire. Je dis oui, on a quelqu'un qui est malade, il nous a besoin de quelqu'un pour demain matin. J'avais jamais enseigné et je partais à 80 bornes de chez moi pour commencer à 8h du matin. Il m'appelle à 5h du soir. Je vous raconte pas la panique. Donc je téléphone au professeur que j'allais remplacer, qui venait de se péter une jambe. Et je lui dis, est-ce que vous avez des livres? Il me dit, oui, j'ai un livre d'histoire pour chacune des classes, 6e, 5e, 4e, 3e. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme j'ai fait en fac, je prends le texte, j'arrive devant la classe et je fais lire aux gosses le truc. Et j'ai passé comme ça tout le programme que je pouvais avec les enfants à partir des livres. J'étais sidéré devant la qualité des bouquins, c'était remarquable. C'était en 2000, c'était quand le CPE, la grande grève du CPE, c'était 2003? 2003. Remarquable. Des bouquins d'histoire faits comme ça, j'ai jamais réussi à les retrouver. Donc, les bons livres existent, les bons profs existent. On leur donne pas le micro, donnez-le leur. C'est à nous de faire, Je m'en prends pas aux personnes. Je m'en prends pas à Jacques Marseille, en l'occurrence. Il avait fait ce bouquin tellement bon. Qu'est-ce qui s'est passé après, 5 ans après? Mais disparu. Je vais le mettre sur la toile, ce truc. Je vais le mettre avec mes petits camarades, là. On a vraiment le projet de diffuser cette lecture de tel bouquin. Alors, il y a des bouquins qui sont très bien. Je jette pas tout. Mais vous êtes parents, comment vous savez ce qu'il va falloir montrer aux gamins? C'est fou, quoi. Donc je pense qu'il faut faire un travail comme ça, pédagogique, de dire, voilà, on va analyser ça, et ça, puis on balance sur Internet. Puis un jour, les gens qui fabriquent les bouquins, ils sauront il faut qu'ils le fassent bon pour que les gens achètent. Enfin, j'y crois pas trop, mais je crois qu'on a quand même possibilité d'influer sur le cours des choses sur des sujets comme ça. Il y a tout un discours en tant que parent
où il faut pouvoir expliquer au gamin qu'à la fois, bon, bah, lui, il faut qu'il ne montre une page blanche, enfin, je ne sais pas comment dire autrement, devant le prof, même si le prof c'est un abruti, à la limite. Alors, je suis contente de ne pas être parent. Hein. J'aurais dit mal. Puisque le gamin, lui, doit continuer ses études. Absolument. Ouais. C'est dans ce sens-là que je disais qu'il y a une limitation dans la diffusion d'un savoir qui est un peu plus fouillé, et, voilà, mieux documenté, et qui permet de remettre en question voilà, la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, le problème maintenant pour les parents, c'est de dire aux gosses, voilà la vérité, mais va pas la dire à ton prof. C'est pas simple. C'est dramatique. Hein. Mais attendez, les profs sont pas des abrutis non plus. Je veux dire, ils ont le droit aussi à l'erreur. Je veux dire, on doit pouvoir les approcher quand même, les profs. Je veux pas croire que non, vous y croyez pas, vous. Oh là, mais c'est dramatique à ce point-là. Moi, je crois que le problème, si c'était un problème d'erreur, on la rectifierait. Mais je pense que c'est plus grave que ça. C'est comme l'éducation nationale, c'est une grosse imposture de s'appeler l'éducation nationale. Elle est tout sauf nationale. Elle cultive chez les gens tout sauf le sentiment français. Elle n'a rien de national. Ensuite, on fait croire aux gens que le ministre est le patron de cette institution. Mais on sait très bien que c'est les syndicats très orientés qui font la pluie le beau temps. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, il essaye de faire un passage le moins scandaleux possible pour continuer sa carrière après. Donc, il n'a certainement pas touché à l'institution dans ses fondements, dans ce cas-là de pervers. Moi, je ne me sens pas, avec mes petits bras, les moyens de choper les leviers qui vont me permettre de déboulonner tout le noyautage idéologique qui préside à tout dans l'éducation. Non, mais c'est pas dans l'éducation nationale, il faut faire circuler, faut faire circuler. Non, mais faut faire circuler entre les parents, entre les enfants. Vous savez qu'il y a des gosses qui commencent à se manifester auprès de moi, par intermédiaire de Facebook. Ou même, j'ai même reçu, enfin j'en ai déjà parlé, mais j'ai même reçu un coup de fil d'une maman qui dit, ma petite fille, ma grande fille, là, elle a 13 ans, elle voudrait faire quelque chose sur vous. J'ai dit, surtout pas. Il va lui arriver des bricoles, et la gamine, elle voulait tellement, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, j'ai un exposé à faire sur les lumières. Alors je lui ai dit, c'est d'abord que tu me cites. J'ai dit, si tu me cites, t'as tout faux. Donc, elle me dit, mais comment je peux faire? Parce que moi, je suis sûre que vous avez raison. Ben, je lui dis, si j'ai raison, tu dois pouvoir trouver la vérité dans les textes. Elle me dit, comment? Ben, je lui dis, tu veux dire quoi? Elle me dit, je veux dire un truc sur Diderot. Ben, j'ai dit, Diderot, c'est dans Internet. Elle dit, par exemple, je veux savoir à quel moment Diderot, il a dit ça, puis elle cite un truc que j'avais dit. Sur l'encyclopédie, sur je sais plus trop quoi, un truc de ma conférence de Marseille. Alors, elle va chercher, elle revient vers moi, elle me dit, ça y est, j'ai trouvé. J'ai dit, t'as trouvé quoi? Puis hop, elle prend la citation de ma conférence. Ben, je lui dis, non, t'as encore cité du Marion Sigaud. Oh, elle me dit, non, c'est pas ça qu'il fallait. Je me dis, non, vraiment, t'as pas compris encore. Alors elle est repartie, elle me dit, ça y est, j'ai trouvé. J'ai dans le texte. Je dis, ta prof, elle pourra rien te dire. Si tu dis Diderot a dit ça, si la prof dit non, mais madame, je suis désolée, là. C'est marqué là. Et ça va être les gosses maintenant qui vont enseigner aux profs. Hein. Ah non, alors en plus de ça, ce qui est bien avec Internet, c'est que quand vous lisez du Diderot, maintenant, c'est en fichier PDF, les versions originales. C'est comme ça que j'ai compris que les éditions Garnier et Flammarion bidouillaient des textes. Mais oui, parce que Cesare Beccaria, qui a écrit en 1766 ou 7, traité des délits et des peines, il a dit qu'il fallait remplacer la peine de mort par la prison à perpétuité, par les travaux forcés à perpétuité. Bon, c'est marqué dans le livre. Bon, et puis moi un jour je suis sur Internet et je me peigne avec d'autres historiens qui me disaient Beccaria c'est génial, moi je dis Beccaria c'est dégueulasse, Beccaria c'est génial, Beccaria c'est dégueulasse. Et à un moment donné je me suis rendu compte qu'on lisait pas le même Beccaria. Eux, ils avaient lu Beccaria dans la version Garnier-Flammarion qui disait qu'il fallait, 1991, qui disait qu'il fallait remplacer la peine de mort par la prison à perpétuité ou les travaux forcés, alors que moi j'avais l'original qui disait qu'il fallait remplacer la peine de mort par l'esclavage. Et Garnier-Flammarion s'est permis de rectifier Beccaria. Et ce que Voltaire a applaudi en disant que c'était absolument génial, parce que c'était un grand tournant dans l'humanité, de remplacer la peine de mort par l'esclavage perpétuel sous les coups et dans une cage de fer. Vous voyez l'humanisme de Voltaire. Donc on est obligé même de vérifier ça. On est obligé de vérifier les versions. Donc quand vous cherchez un truc sur Internet, à l'heure actuelle, on a encore accès à ça, je ne sais pas combien de temps, vous avez accès à la version originale.
Et si vous avez une tablette, vous vous baladez avec ça, vous lisez votre tablette dans l'autobus, dans le métro, dans le machin que vous voulez, vous avez accès au texte. C'est maintenant ça, c'est maintenant, on peut maintenant. Moi, je ne serais pas en face de vous s'il n'y avait pas Internet. J'habite dans un trop perdu en race campagne. Je ne suis pas un rat bibliothèque, je suis un rat bibliothèque numérique. On trouve tout. On trouve tout. Et croyez-moi, quand vous avez chopé un truc comme ça, c'est intéressant, vous le mettez quelque part en mémoire, parce que vous n'êtes pas sûr de le retrouver. Mais allez-y, allez-y. Et je vous dis, la gamine a été vachement contente parce qu'elle avait trouvé Diderot vraiment, vraiment dans le texte. Et là, je dis, mais ta prof, elle te dira quoi? C'est la version originale avec le truc en lettres romaines, année 1700, machin chouette et tout. On peut maintenant, je vous assure, on peut. Allez-y, allez-y. Yes. Oui, mais moi, depuis que je fais des vidéos, ça fait pas très longtemps, ça fait juste 1 an, il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir en me disant j'ai envie de faire de l'histoire. Ça donne, il faut y aller, hein, vous savez, moi j'ai fait ça que chez moi. Hein. Enfin, j'ai passé la licence de chez moi, puis après j'ai... Alors, vous savez, cet après-midi, je suis allé aux archives. Comment on fait? On va aux archives. Avant, un historien, ça allait aux archives et puis ça passait 2 mois à dépioter un dossier. Là, vous passez 2 heures avec un appareil de photo numérique, puis après, vous faites ça de votre lit. Hein. Ben, écoutez, c'est maintenant, ça. On peut. Ben, faites de l'histoire. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous savez pourquoi j'ai fait de l'histoire? Moi, pour comprendre la réalité des réseaux pédophiles. Donc, je les ai trouvés. Hein. Je suis parti pour. Je voulais comprendre d'où ça venait. J'ai eu l'information qu'en 1750, la police s'est mise à enlever des enfants en pleine rue. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je savais que le roi était un peu porté sur le... Hein, enfin, ça s'appelle pédophile. J'ai dit, bon, je vais aller voir. Puis j'ai cherché pendant 10 ans. Ah, je ne vous raconte pas tout ce que j'ai découvert. Tirer sur la plotte de dégringole. C'était parti d'une intuition. Mais ce que j'ai appris, c'est comment on fait avec des archives, comment on fait. Et ça, tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde peut l'apprendre. Mais vous n'aurez pas les félicitations de votre jury. Ça, c'est extrêmement difficile. Ça. Bon. Puis un jour, vous savez, l'université, il faudra qu'elle s'adapte aussi. Quand nous, on sera plus nombreux, on les renversera. Hein. De toute façon, le nombre, c'est nous. Hein, cherchez pas. D'autres questions? On arrête là alors? Non. Sur les juges laïcs de province, en fait, d'où ils tiraient leur légitimité, ces gens-là? C'était les juridictions subalternes. Ils tiraient leur légitimité du roi. La justice était rendue au nom du roi. Voilà. La légitimité de la justice, c'est le roi. Le roi rend la justice comme un service à son peuple. Le peuple demande la justice au roi et le roi donne la justice à son peuple. Comme le roi ne peut pas être partout, il délègue sa justice à des juges. Donc la justice est rendue au nom du roi et jamais au nom de Dieu. Jamais. Jamais. C'est comme ça et c'est pas autrement. La justice est rendue au nom du roi. Dans les juridictions subalternes comme dans les juridictions... Vous savez, on verrait au nom du roi. La police arrive au nom du roi. C'est le roi qui commande. C'est vraiment pas ce qu'on nous montre. Hein. Alors combien les inquisitions a-t-elle brûlé de sorcières? Je ramasse les copies. Combien? Si, quelques-unes quand même. Non, il y a forcément eu. Écoutez, il y a forcément eu des abus. C'est pas pour dire que l'Église a jamais commis d'abus, d'accord. Mais je vous ai bien expliqué. C'est une invention fabriquée par des anticléricaux au XIXe siècle. Bon, d'accord. C'est pas pour dire que l'Église n'a jamais commis d'abus ou de crimes. Je veux pas prétendre une chose pareille. Mais ce qu'on vous a montré, c'est des inventions chez des inventions. Point barre. Il y a forcément eu des... Mais moi, quand j'ai commencé à chercher les crimes de l'Église, on me sortait que des trucs comme ça. J'ai fini par dire, bon, bah, j'en finirais bien par en trouver un jour, parce qu'il y en a forcément, mais j'ai fini par renoncer, quoi. J'ai dit, c'est que des orneries, c'est que des mensonges et compagnie. Et est-ce que vous feriez un rapport entre ces anticléricaux du 19e et le colonialisme aussi? Ou là, c'est... Alors, j'ai jamais regardé la chose comme ça. J'ai jamais regardé la chose comme ça. Je sais que c'est les mêmes, hein, Jules Ferry, machin. Je sais pas. Regardez, quand vous regardez le texte que je vous ai eu de Lamotte Langon et qui raconte que les paysans étaient complètement abrutis, qu'ils étaient complètement en esclavage, etc. Vous vous rendez compte le mépris qu'il exprime pour le peuple.
Ces gens-là avaient un mépris pour le peuple, je veux dire, leur anticléricalisme, leur haine de l'autorité abusive de l'Église, etc., se double d'un mépris pour le peuple qui est absolument ahurissant. Je veux dire, même Michelet, il est bien gentil à défendre le peuple comme ça, mais il n'a qu'à défendre le peuple qui existe. Il invente le peuple, c'est-à-dire qu'il ne rend pas compte de la réalité du peuple, puisqu'il invente un peuple mythique. Ces gens-là ont un mépris absolument total du populaire. Ça va un peu avec l'esprit colonialiste, mais je ne fais pas le pont. Je dis il y a effectivement quelque chose à chercher de ce côté-là. Il y a quelque chose à chercher, mais bon, enfin, vous n'avez pas d'éléments là-dessus. Je n'en ai pas, mais ça doit pouvoir se trouver facilement. Il n'y a qu'à regarder à quel moment commence la colonisation, qui dit quoi, qui fait quoi, et je le ferai pas, parce que je le ferai pas, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une période qui n'est pas la mienne, c'est le 19e, et le 19e, je laisse ça à ceux qui sont spécialistes. Moi vraiment, je commence tellement bien à comprendre le siècle que j'ai commencé à étudier, le 18e, avec ce qui précède, que j'ai envie de continuer là-dessus, quoi. Parce que je pense qu'il faut continuer là où on est bon. Mais il faut chercher. Il y a certainement dans le sentiment de supériorité de ces gens-là vis-à-vis du commun des mortels, il y a quelque chose à voir avec la supériorité du blanc vis-à-vis des colonisés. Ça me semble logique, mais à fouiller. Qui c'est qui veut fouiller aussi pour les Templiers? Là, il y a des volontaires. On a raconté que Philippe le Bel avait arrêté les Templiers pour prendre leur argent. Bon, j'en sais rien, j'en doute. J'en doute, parce qu'un roi de France, c'est pas un gangster, c'est pas un bandit de grand chemin. Bon. Quand je vous ai dit qu'il y avait un gars qui avait fait des confidences, qui était allé voir le roi en lui disant des trucs atroces, en lui disant, voilà, j'ai ça sur la conscience, il faut que vous sachiez, et que le roi a fait arrêter les Templiers quelque temps après. Ce que je vous ai pas dit, c'est ce que j'ai découvert moi en cherchant dans les archives de Lyon des éléments sur les enlèvements et les disparitions d'enfants. J'ai appris que dans Lyon, à tout le moins, c'était probablement vrai ailleurs, j'ai pas vérifié, mais les enfants perdus, les enfants trouvés et les enfants sous tutelle étaient sous la tutelle des Templiers. Donc faut chercher. C'est des tas de trucs qu'il faut chercher. Moi, je peux pas chercher à la place de tout le monde, je vous assure. Si je peux vous donner le goût de chercher, je demande pas mieux, mais allez-y, cherchez, quoi. Cherchez. Les Templiers, ils avaient, alors leur signe, c'était leur grande croix rouge sur le truc, mais vraiment, je suis pas spécialiste des Templiers. Je sais que Michelet a fait une histoire du procès complètement délirante, comme le reste. Un grand historien. Une question concernant les Templiers. C'est-à-dire que quand on dit les Templiers, sans le voir d'une manière dynamique, ce qu'ils ont pu être à un moment donné, ce qu'ils sont devenus, je me demande si on n'est pas dans le faux. Est-ce qu'il ne s'agissait pas d'un ordre qui était très légitime à son début, qui s'est laissé pervertir par la fin, et on ramène tout comme si, dans le temps, où s'il y avait les Templiers, point. C'est un peu bizarre. Non, mais et si, la perversion d'une institution qui devient trop forte, ça me semble une évolution normale. Vous avez une institution qui est excellente, et puis avec le temps, les gens qui étaient là, qui devaient laisser la place, ils deviennent perpétuels, et puis la richesse corrompt, le pouvoir corrompt. Voilà, je sais pas, je pense effectivement que c'était légitime au départ pour les Templiers de protéger les pèlerins et de pouvoir garder l'argent des gens qui partaient pour pouvoir leur donner à l'arrivée, c'était légitime. On ne connaît plus l'institution qui aurait pu être, enfin, parce que il me semble que Saint-Bernard de Clairvaux, là, ils avaient quand même cautionné, à l'origine, c'était certainement légitime. Voilà, alors on ne reconnaît plus ce que ça a pu être. Il s'est passé quelque chose, quoi. Je pense que c'est le pouvoir corrompt. Écoutez, c'est quand même pas nouveau. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, le pouvoir excessif corrompt excessivement, et voilà. Je pense que c'est ça. C'est ça. Vous savez, je reviens à l'histoire du trésor des Templiers. C'est clair qu'ils avaient de l'argent, les Templiers, qu'ils avaient un trésor gigantesque. Je pense qu'il y a une grande partie du trésor qui a servi des avoirs des Templiers qui a servi à payer le procès, parce qu'un procès ça coûte. Et je crois savoir que Philippe le Bel a donné une grande partie de ce qu'il a pu récupérer à l'ordre de Malte, je crois. Ce qui était un peu la continuation du même. Savoir s'il reste un trésor caché quelque part à Rennes-le-Château, je sais pas. Si vous le trouvez, vous m'appelez. Vraiment, je sais pas. On aime bien raconter que l'affaire des Templiers, c'est une affaire de gros sous, et moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit une affaire de gros sous. Voilà. Les gros sous font partie de ce qui a corrompu le système, certainement, mais ce n'est pas le nerf de la guerre.
Ce n'est pas le nerf de la guerre. J'ai beaucoup plus envie de regarder du côté de qu'est-ce qu'il faisait enfin bref. Bien sûr que si, bien sûr que si, mais bien sûr que si. Philippe le Bel, c'était un gros vilain. On disait que c'était un faussaire parce qu'il avait réduit la taille des monnaies. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une dévaluation. Ça s'appelle une dévaluation. Alors, est-ce que le général de Gaulle est un faussaire parce qu'il a dévalué le franc? Non, mais c'est aberrant. Et de dire Philippe le Bel, si, c'est vrai, ça fait partie du truc. Le roi, ce qu'il voulait, il était jaloux, il voulait le trésor des Templiers. Ah bon? Il a dit ça quand? Quand est-ce qu'il a dit ça, je veux le trésor des Templiers? Il a dit, je veux plus de ces gens-là chez moi. Et il a chassé les Juifs en même temps. C'est-à-dire qu'il a fait un gigantesque coup de balai dans tout ce qui tenait la finance. Vraiment, ça a été un roi très autoritaire, mais un roi qui n'est pas un autoritaire, c'est pas un roi. Le roi, il est là pour représenter l'autorité. S'il n'en a pas, c'est pas un roi. Alors, je ne dis pas que Philippe le Bel était ni un saint, ni... Je n'ai pas étudié Philippe le Bel, mais je vous dis ce que j'ai survolé de l'affaire des Templiers, ça m'a semblé quand même suffisamment digne d'intérêt et d'aller y mettre son nez là. Il n'y a pas des apprentis... Il y a aussi des choses qu'il ne faut pas dire. Bon, voilà, maintenant, on est amené à tout dire. Là, maintenant, on n'a plus rien à faire. Vous savez, moi, j'ai jamais fait une télé, alors on peut pas me priver. On peut pas m'interdire d'y retourner. J'ai mis les pieds. Il y a peut-être des livres avec lesquels on risque de perdre beaucoup de temps. Il y a certainement des livres avec lesquels on peut perdre beaucoup de temps, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'abord, un livre qui est bon, il est bien écrit. Un livre que vous n'arrivez pas à lire parce que vous relisez 4 fois les phrases, c'est qu'il est mal écrit, vous laissez tomber, déjà. Ça, vous laissez ça aux historiens qui ont absolument besoin de l'information qui est donnée ce truc-là, parce que l'historien, il se tape des trucs. Il dit que celui-là écrivait très bien, le grand historien. Oui, bon, vous avez compris que c'était nul. C'était nul. Non, il faut pas. Moi, j'ai commencé quand j'ai commencé l'histoire, c'est en devenant un rat de bibliothèque des rayons des bibliothèques en histoire. Moi, quand j'étais à Paris, j'allais toujours, je savais exactement où se trouvaient les bouquins en histoire dans telle bibliothèque, telle autre. J'ai toujours été un rat de bibliothèque au rayon histoire. Il y a des bonnes bibliothèques municipales avec d'excellents bouquins. Moi, je vous dis, si vous vous intéressez à l'affaire des poisons, il y a des très très bons bouquins qui ont été écrits sur l'affaire des poisons. Très très bons bouquins. Très très bons. Et qu'on trouve dans les bibliothèques municipales. Vraiment. Je suis toujours gêné quand on me dit qu'est-ce qu'on peut lire de bon. J'ai tellement lu de bouquins depuis que je fais de l'histoire, il faudrait que je sorte une liste de tous les bons. Puis ce qui a été bon pour moi, ça va peut-être vous raser, je sais pas quoi vous dire là-dessus, je suis un peu perdu. Lisez les miens. Oh non, arrêtez. Oui? Non, j'explique pas. Je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non mais, ce que je veux dire, non mais la grande folie qui n'a pas eu lieu en Orient, c'est la chasse aux sorcières. Voilà. L'Inquisition, je ne dirais pas que l'Orient n'a pas poursuivi ses hérétiques. Voilà. Je ne dirais pas une chose pareille, d'abord parce que j'en sais rien. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'Orient n'a pas connu la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Voilà. Les chrétiens d'Orient ont été épargnés par cette folie-là. Voilà. La seule source qu'on ait droit de cuissage, c'est Michelet, ce que je vous ai lu, il n'y en a pas d'autre. Ouais. Non mais c'est quand même un peu fort. Tout le monde est persuadé que le droit de cuissage existait. Puis alors à la Révolution française, qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont raconté ça? Alors, ils ne le racontaient pas parce que Michelet est arrivé après, mais on laissait sous-entendre les abus des seigneurs et tout. Puis lui, c'est la seule source, c'est lui. La seule source historique, c'est lui. Et vous savez, je balance pas un truc comme ça, aussi grave, si j'ai pas un peu vérifié. J'ai quand même quelques amis historiens, je leur ai demandé, ils m'ont dit je valide. Il n'y a pas de droit de cuissage, et la seule source, c'est Michelet. Alors si quelqu'un en trouve une autre, il va peut-être trouver épars quelque part un seigneur qui un jour a imposé par intimidation. Vous savez, les abus des seigneurs, ça existait, mais c'était pas la règle. Ça existait les abus des seigneurs, les seigneurs qui semaient la terreur. Mais contre la terreur des seigneurs, il y avait un roi. On pouvait aller voir le roi en disant « Regardez ce qu'il a fait ». Et là, ce que prétend Michelet, c'est que c'était un droit écrit. Non, mais c'est un dingue, Michelet. Il prétend que c'était un droit écrit, que même les Romains, avec leurs esclaves, ils n'osaient pas. Les Romains, ils étaient ignobles avec leurs esclaves. Et ils n'osaient même pas, alors que les seigneurs... C'est du délire. Michelet, c'est vraiment... C'est grave, quoi. Je vous ai pas raconté... Je l'ai raconté dans une vidéo un jour, mon histoire avec Michelet. Je vais vous la re-raconter, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu cette vidéo-là.
quand je faisais mes recherches sur Damien, j'avais compris qu'il y avait un truc que je voyais aux archives qui n'était pas la même chose que disait Michelet. Alors, je débutais, hein, c'était le début de ma maîtrise, je téléphone aux archives et puis je demande à une dame si je peux avoir un renseignement sur tel dossier. Elle me dit oui, c'est ma spécialité. Et alors, je lui pose la question, je dis voilà, je lis ça et ça, Michelet dit ça, et elle me claque le téléphone au nez. Oh, merde alors. Puis alors, j'osais pas rappeler parce que c'est pas agréable et tout. Elle avait été tellement désagréable. Alors, j'en parle à ma prof qui me dit oh, bah alors. J'en parle à d'autres profs qui me disent oh, bah ça alors. Bon. Et puis, je retourne aux archives pour faire autre chose, et j'en parle aux archivistes, enfin, pas aux archivistes, aux préposés, enfin, oh, on me dit, ben non, alors. Mais vraiment, tout le monde était sidéré. Et j'ai appris, par la suite, que j'avais posé la question de telle sorte que je pouvais laisser croire que je prenais Michelet au sérieux. Un historien sérieux ne pose pas des questions sur Michelet, tout le monde sait que ça vaut rien. Donc, je dérangeais une archiviste pour une question idiote. C'était aussi simple que ça. Comment peut-on se dire historien et dire, mais enfin, Michelet, il dit pas par égalisation. Je dis, bon, bah ça va, c'est Michelet, quoi, c'est pour un historien. Personne ne tombe, personne n'est jamais tombé, mais c'est la première fois dans l'histoire que autant de gens savent. Oui, mais ça Patience. D'accord, mais bon, enfin, en même temps... C'est une question de temps. C'est une question de temps. Moi, j'ai mon hypothèse là-dessus. Avec ce qu'on appelle la féminisation d'un certain nombre de professions, des femmes sont rentrées dans des métiers où elles n'étaient jamais. Et elles ont fait circuler des trucs que les hommes ne pouvaient pas faire passer. Ils bloquaient. Et les femmes ne bloquent pas sur ces sujets-là. C'est une hypothèse. Ça voulait dire que c'est une perversité de type masculin. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des femmes pédophiles. Non, il y a des femmes... mais il y a des femmes perverses. Tous les jours. Hein? Il y a des femmes de pouvoir, il y a des femmes abominables. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, certaines professions où on pouvait voir qu'il y avait des trucs qui touchaient les enfants, les hommes détournaient les yeux. Et les femmes ne détournent pas les yeux. Elles disent, là, hop, j'ai fait une bêtise. Je pense que c'est ça qui s'est passé, qui a changé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, dans des métiers, dans des métiers judiciaires, dans des métiers judiciaires sans doute. C'est ça, oui, c'est la féminisation de la justice. C'est la féminisation de la justice, probablement. Ouais. Oui, tout ce qui touche à l'enfant, quand même, a plus de chances d'être éventé. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais je crois vraiment dur comme fer que la conscience collective progresse. Comment est-ce qu'on va renverser ça? Pas en soufflant dessus, hein, continuant. Vous savez, c'est tellement vieux ce genre de crime, on va pas éradiquer ça en 20 ans. Ça fait combien de temps qu'on sait les affaires de pédophilie en France? Ça fait 20 ans. Oui, parce que Marion, je me souviens de l'affaire Le Troquer. Oui. Vous voyez, quand il était vice-président de l'Assemblée nationale, oui. Le dernier, à la fin de la 4e République. Et c'est un poste très important, évidemment, vous savez. Et il avait été jugé évincé sous prétexte de ballet rose. Oui, les tirades d'opéra. Oui, c'est ça, les tirades d'opéra. Mais ça n'avait pas été... bon, c'était un scandale, mais le public n'imaginait pas ce qui se passait. Non. Du tout. Et par des amis, alors que dans la police, j'ai su, des élèves toujours. C'est bien d'avoir des élèves, parce qu'ils sont dans la police, dans la justice. J'ai su qu'il y avait des gens très importants. Bon, ça a été dit par un prêtre, généralement, mais moi je l'ai su aussi, que telle personne, par exemple, qui s'occupait de questions financières, c'est pas Cahuzac, hein, quelque chose de très important, avait vraiment, avait des pratiques, se faisait fouetter, etc., vous voyez, on sait par les écoutes. Hein. Oui. Et je me rappelle, je dis que pour le fait que le pouvoir, disons l'impunité du pouvoir de cette affaire-là, moi je peux dire, ça m'a été dit, je vous dis que ce témoignage, puisque vous me connaissez, ça m'a été donné directement par le gendarme Roussel, vous voyez, qui a fait la péritie à Toulouse. Moi je ne vous parle pas de l'affaire de Toulouse, parce que je ne rentrais pas chez moi. Mais disons que je me suis aperçu, il le disait, qu'il y avait une impunité complète de ça, et beaucoup de gens faisaient partie de la magistrature, etc., voyez-vous. Et il m'avait dit, ils n'ont rien au-dessus d'eux. Voilà, c'est ça, ils n'ont rien au-dessus d'eux. On a fait le tour de la conférence. Voilà, ils n'ont rien au-dessus. Et donc, un manque d'autorité.
Aucune autorité supérieure n'est jamais venue à bout d'un réseau. Ça ne viendra pas d'en haut. Ça ne viendra pas d'en haut. Parce qu'aucun chef d'État responsable ne va mettre l'État dont il est responsable à feu et à sang. En faillite. Non, en faillite. En faillite, en responsable, ça va être... Donc, c'est les gens d'en bas qui changeront les choses. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il peut y avoir des règlements de compte sanglant. Je ne le souhaite pas. Mais il y a tellement de gens. Regardez, 20 ans en arrière, personne n'était au courant de ces trucs-là. Moi, quand j'ai commencé à raconter ce que j'avais découvert, les gens se vissaient le doigt sur la tempe. Ils disaient, Marion, elle a pété un câble. Et 6 ans après, j'ai reçu des coups de fil d'excuses. C'était toi qui avais vu avant nous, quoi. Donc, il y a une vague qui monte. Et la vague, c'est la prise de conscience collective de ce genre de crime. Donc je pense qu'il faut continuer, il faut savoir que ça ne se fera pas en soufflant dessus, ça ne se fera pas demain matin, mais qu'il y a une accélération de la prise de conscience, et c'est par la prise de conscience que ça passera. Oui, monsieur, je suppose que vous parlez de ces maisons qu'on a appelées le Choral. Le Choral, oui, bah, ça bouge. Le Choral, c'était en 82. Le Choral, c'était en 82. C'est un monsieur qui s'appelait Claude Sigala, qui avait, du côté de Nîmes, ce qu'il appelait un lieu de vie, c'est-à-dire une maison où il s'occupait d'enfants en souffrance, soit parce qu'un petit peu simplet, soit parce que cas sociaux. Et il y avait des ministres qui venaient sodomiser les gamins. Dont un très connu, dont on taira le nom, qui est régulièrement cité, qui n'arrête pas et qui est tout... Voilà, qui sera ministre jusqu'à la fin de ses jours. C'est un grand ministre. Les grands ministres. Ouais. Chut. Non, mais c'est des affaires qui sont absolument terrifiantes. Vous savez, un jour, j'ai raconté cette affaire du Choral à quelqu'un J'étais dans un train et je revenais d'un congrès. Je ne vous donne pas plus de détails que ça, mais j'ai fait savoir que j'étais au courant de trucs comme ça. J'ai fait savoir que moi, j'ai pas dégonflé. Hein. Là, j'ai lâché devant tout le monde. Paf. Il y a quelqu'un qui disait dans le congrès, mais qu'est-ce qu'ils en font à ces gosses? Je me lève, j'ai dit, ils les baisent. Oh, ça a fait un... Bon, et il y a des gens qui sont venus me voir quand on rentrait en train, ils sont venus me voir dans le train, ils me disent, mais qu'est-ce que vous avez dit là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai commencé à parler, j'ai commencé à raconter ce que je savais. Et j'étais face à une femme, brusquement, je ne sais pas ce qui lui a pris, vous savez, le train ça secoue, j'ai dit, mais on dirait qu'elle est secouée. Et en fait, elle était complètement secouée, elle a atteint la porte des chiottes, elle est partie vomir. Et c'était pas le train qui l'a secouée. Je me suis fait quelques amis là, ce week-end-là, je vous raconte pas. J'ai écrit un texte très long qui n'est pas sur égalité-réconciliation. C'est le seul de mes textes qui n'est pas sur égalité-réconciliation. Il est sous mon nom. Ça s'appelle « De l'amour et du crime, du sexe et des enfants ». Ou alors, on le trouve également sous le titre « L'amour est-il un crime ?» Si vous voulez le lire, voilà. J'ai mis ça sur Internet, lisez-le. C'est la genèse de ce truc-là. Et c'est les premiers trucs que j'ai écrits quand j'ai commencé à comprendre, avant de reprendre mes études d'histoire. J'ai cru que j'allais pouvoir toucher des gens avec ça. C'est Internet, quand vous n'êtes pas relayé, ça part aux oubliettes. Personne ne vous relaye, vous écrivez un truc sur Internet, il y a 40 Pékins qui vont le lire dans 20 ans, et puis ça s'arrête. Hein. Ça s'arrête. Internet, c'est les réseaux, c'est les gens entre eux. Donc lisez ce truc-là, vous allez voir. Vous allez voir, je raconte vraiment la perversion de comment la gauche... Et parce que moi je viens de la gauche, hein, je suis issu de la gauche, j'y suis plus du tout, mais vraiment j'y ai été une grande partie de ma vie. Comment la gauche s'est laissée totalement pervertir et de la façon la plus abominable par ces affaires-là. Et comment elle s'en remettra pas. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est bientôt fini. Je sais ce que vous en pensez. Le fruit va bientôt tomber. J'en suis sûr, mais tant que je ne savais pas ce que c'était que la pensée libérale, je ne pouvais pas le comprendre. Maintenant que j'ai compris ce que c'était que les lumières, Diderot, machin, etc., je comprends que c'est la suite logique. Absolument. Absolument. Mais tant qu'on n'est pas remonté en histoire, on ne peut pas comprendre. Il faut lire Xavier Martin, hein, l'historien Xavier Martin, il faut lire ça. Il faut lire Voltaire méconnu, il faut lire l'homme des Lumières et sa compagne, il faut lire. Il a été, mais moi je suis une débutante, je suis une bleue à côté de lui. Hein. Je m'incline. Il a fait un boulot. Il faut lire Xavier Martin, il faut acheter ses bouquins. Et c'est vraiment au cœur des Lumières, l'idéologie des Lumières, dans laquelle on va retrouver tout ce qui nous tue aujourd'hui, c'est clair. Il y a une filiation directe.
Des gens qui se battent contre ces réseaux, je pense qu'il y en a partout. De temps en temps, on va passer sur Internet, des trucs qui arrivent d'ici, qui arrivent de là. Je pense qu'il y a du monde sur le coup. Je ne sais pas si c'est très 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 nombreux, mais il y a des gens qui sont vraiment acharnés à vouloir faire le bien et à ce que ça progresse et qu'est-ce que ça circule. Il faut que les paroles circulent, il faut que les mots circulent, il faut que les témoignages circulent. Regardez le livre de Jacques Thomé là, qui vient de sortir. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais ça fait partie des trucs que je vais acheter. Le film de Serge Garde, là, Retour à Outreau. Là, faut voir ce truc-là, faut faire circuler. Plus il y aura de gens qui auront compris ça, et plus ça va avancer. Avec le mariage pour tous, ils se tirent une balle dans le pied parce que finalement, ça va éveiller les consciences aussi. Ah bah ça, c'est ce que je pense. Alors ça, j'en suis persuadée. Le mariage pour tous, il te tire une balle dans le pied. Parce qu'alors, puis alors disons ça, pendant les manifs, là, moi j'ai fait les 3, qu'est-ce que les gens discutent? Qu'est-ce que les informations circulent? Ah ça, c'est fabuleux. Ça met en exergue la pédophilie et à travers l'adoption. Exactement, exactement. Ah mais ça, c'était le truc qu'il fallait pas faire, le mariage pour tous. Là. Alors là, ça c'est clair. Et regardez, c'est pas seulement qu'ils soient capables de faire ça, c'est la façon dont ils le font, c'est-à-dire qu'ils récusent d'avance toute discussion. Il n'y a aucune discussion à avoir, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça passera et on vous le dit. Eh ben on verra. Et j'ai vu ce matin sur Internet qu'aux États-Unis, il y a une discussion qui... Alors, je vais essayer de vous le redire dans l'ordre parce que c'est pas très clair. Il y a une discussion qui est lancée et qui veut lutter contre les pressions qui sont faites pour orienter sexuellement les enfants. Par exemple, il y a des parents qui, pour que leur enfant ne soit pas homosexuel, ils leur font des espèces de bourrage de crâne pour qu'ils deviennent pas homosexuels. Et on exclut la pédophilie c'est-à-dire qu'il ne faut pas empêcher les enfants d'être pédophiles parce que la pédophilie, c'est une sexualité comme une autre, au même titre que l'homosexualité. C'est-à-dire que voilà. Non mais attendez, j'ai vu un formulaire SNCF, je l'ai vu. C'était pour obtenir une carte de réduction, je ne sais pas quoi, il y avait sexe, H, F, autre. Et la loi n'est pas passée, hein. La loi n'est pas passée, mais le formulaire, il existe là. Et il paraît qu'il n'y a pas qu'à la SNCF, je racontais ça à quelqu'un qui me dit oui, il y avait ça également ailleurs. Vous êtes homme, femme ou autre. Mais c'est l'ONU. C'est le gouvernement mondial, c'est le nouvel ordre mondial qui venait nous supprimer. On arrête là. Bon, si vous voulez encore quelques signatures, je peux vous faire ça. Et puis voilà, merci.